Bonjour, je suis très content car ça faisait longtemps que je voulais l'avoir dans l'émission. Donc, pour l'histoire de sa magnifique chanson Un enfant de toi. Bonjour Phil Barnet. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes propulsé en 1987 dans les premières places du top 50 avec une chanson hautement lacrymale. Oui, en fait, j'avais pas prémédité de démarrer sur cette chanson parce que j'avais fait une quinzaine de titres. Ce titre-là sur la cassette démo que j'avais donnée, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, que j'avais donné au producteur. Elle devait être septième ou huitième sur le truc. Et en fait, ils ont mis le doigt sur cette chanson. Le producteur m'a cherché pendant 15 jours parce que, moi, en fait, c'était une bouteille à la mer. Je pensais pas. On envoie toujours des maquettes en se disant ça marchera peut-être, mais voilà. Donc au bout de 15 jours, il m'a dit écoute, c'est cette chanson sur laquelle on va démarrer. J'adore ce titre. Il a fait écouter à Charles Tallard et Charles Tallard a dit oui tout de suite. Et voilà, quoi. Et alors, l'origine de cette chanson, je crois que vous aviez le moral un peu au plus bas à ce moment-là. Ouais, faut rien exagérer, c'était juste, voilà, un jour il faisait pas très beau, j'étais assis, parce que j'écris le matin en fait au réveil. Bizarrement, j'ai l'esprit vachement plus clair, j'écris pas la nuit. La nuit c'est pour refaire le monde, mais jamais pour écrire des chansons, en ce qui me concerne en tout cas. Et voilà, j'ai écrit ça sur un coin de table en 10 minutes, paroles et musique en même temps. Voilà, c'est en 10 minutes qu'on changé ma vie, mais c'est. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde me demande si c'est une chanson autobiographique. Je l'ai bien sûr démenti des milliards de fois, parce qu'on m'a posé cette question très souvent. Et puis, voilà, je sais pas, je vivais une histoire qui n'en finissait pas de finir. J'ai fait une élucubration autour de ça, et je suis allé au bout de l'histoire, mais en même temps, cette chanson me permet, 30 ans après, d'être avec mes camarades de la tournée, de chanter encore, de faire des albums. Les gens m'écoutent de manière toujours plus sympathique, quoi, c'est bien. Et alors, c'est vrai qu'au départ, personne ne croit trop au potentiel de la chanson, la trouve trop triste. En fait, le producteur y a cru énormément. Moi, ça me servait, en fait, bon, je chantais ça aux filles et ça avait l'air de bien fonctionner. Parce qu'elles trouvaient que bon, c'était tellement triste que je devais sûrement avoir des soucis. Elles voulaient me consoler, donc je trouvais ça génial. Mais en fait, le producteur a vraiment craqué dessus. Marc Nouchy, qui était mon premier producteur, qui est le papa de Yo Delis, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, sur la pochette originale d'Un enfant de toi, on voit, c'est un petit garçon de 10 ans, c'était Yodelis qui courait, on était très amis, voilà, on se voyait souvent. Et si tu veux, lui, il a vraiment craqué sur cette chanson, ça l'avait ému aux larmes, comme plein de Français après, mais au départ on ne savait pas. Il l'a fait écouter à Charles Tallard. Charles Tallard a tout de suite craqué sur ce morceau. Et en fait, ce qui a précipité le succès de cette chanson, parce qu'en fait, elle est sortie en 86. Et elle a marché en 87, en fait, quand Max Guazzini, pour ne pas le citer, qui était le patron d'une grosse radio, la radio Énergie à l'époque, a dit que c'était une vraie chanson populaire. Et il l'a pratiquement prise dans la poubelle. Enfin, j'exagère toujours quand je dis ça, mais personne n'en voulait parce que justement, c'était une chanson qui était très, on va dire, voilà, très triste, qui était un peu à l'image des roses blanches, enfin, un peu larmoyante, tout ça. Chose que j'ai pas du tout. Parce que moi, je suis en fait, mon origine musicale, elle est très black music, quoi. Mm. Moi, j'ai toujours écouté du funk. Tu vois, on en parlait quand vous êtes rentré dans la loge. J'étais en train d'en parler avec Benny B. Mais et Vous donc, avez été un des premiers à diffuser et à enregistrer du rap. absolument, je suis le premier à en avoir enregistré, en avoir diffusé en radio, en télé. Mm. Parce qu'en fait, je travaillais aussi sur RTL Télévision. Je présentais une émission de télé. Et on m'avait confié une tranche horaire assez longue. Et dans cette tranche horaire, il y avait un éphéméride. Et pour me distinguer, pour faire le malin, ben, j'avais écrit 5 musiques, hein, pour chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Et je faisais un rap, j'écrivais un rap sur le sein du jour. Donc ça surprenait tout le monde d'être à la fois. Voilà, j'ai essayé de me distinguer. J'ai toujours aimé le funk, mais voilà, j'ai aussi ce côté latin, ce côté un peu oriental, voilà, un peu fataliste, qui me fait écrire des ballades et ça me vient assez facilement. Et voilà, après ça a été exploité commercialement par les maisons de disques successives, mais au départ, bon, j'ai écrit ça sans savoir jusqu'où ça allait m'emmener. Je vous dis, c'est Max Guazzini lui-même qui en a fait vraiment le succès que c'est devenu. Je lui dois beaucoup, en tout cas. Ça vous a emmené très haut, donc 23 semaines au top 50 et la troisième place, donc vous attendiez pas, j'imagine, à ce succès. Pas du tout, parce que j'étais DJ à l'époque, je passais du funk et tout ça, et les gens, enfin, certaines filles commençaient à venir, tu peux passer ta chanson. Alors, je dis, bon, le DJ a toujours une place un peu particulière dans un club. Je pensais que les gens venaient me faire plaisir, en fait, il y avait une vraie demande. Et à un moment donné, mon producteur m'a dit, écoute, on vend 15 000 disques par jour, tu peux plus être DJ les week-ends, parce que les week-ends, on va faire des galas, on va faire des spectacles. Ça va être beaucoup plus rémunérateur, ça va être beaucoup plus sympa, puis en même temps, ça prend part à la promo, à la diffusion de ton image et tout ça. Mais donc là, j'ai commencé à me dire que c'était balèze. Le truc qui m'a sauvé, entre guillemets, de plein de choses, c'est que c'est arrivé, j'avais une trentaine d'années, j'avais 30 ans même, c'était en 87, et je me suis toujours dit
ça pouvait pas durer un truc aussi fort, mais j'ai toujours voulu en arriver là, donc j'ai eu beaucoup de chance de me dire, bah enfin voilà, j'ai une espèce de consécration entre guillemets, et dans cette consécration, il y a des hauts et des bas, parce que d'un côté, on se dit on vend 15 000 10 jours, et on est allé au Midem, et en fait, sur tout le top 50, je suis le seul à qui on n'a pas autorisé à chanter, enfin la promotion, parce que Monique Lemarcy, à l'époque, qui était une dame pour qui j'ai énormément de respect, trouvait que c'était une chanson vraiment trop triste pour être chantée, donc tous mes camarades, y compris la jolie Vanessa Paradis, y compris Étienne, enfin tout le monde a chanté, la Cage, enfin tous ceux de l'époque, les David et Jonathan, enfin voilà. Et moi j'avais pas chanté, j'étais triste, j'étais extrêmement vexé de ne pas l'avoir fait. Mais en même temps, bon voilà, sur la distance, je suis encore là, c'est assez cool. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le succès va être à nouveau au rendez-vous, donc 15 ans après, donc en 2002, avec Marlène Duval, donc du Loft. Alors ça, c'était vraiment un coup de chance monstrueux. C'est un truc, on avait l'impression que le Seigneur avait passé sa main à travers les nuages pour venir m'aider. C'était un moment où j'étais un peu dans le trou, je préparais un album. Et donc l'écriture d'un album, ça vous laisse 2-3 ans un peu off de tout. Voilà, je venais d'avoir un petit garçon, c'était un peu compliqué. Et donc j'avais promené mon chien dans la forêt, je me rappelle, et je reçois une tonne de SMS d'un coup en me disant bravo la pub, génial le coup de pub et tout ça. Non, mais moi je me demandais ce que c'était. Comme je déteste les émissions de télé-réalité, je me dis putain, ça va m'apporter de mauvaises images. Et en fait, Charlie Nestor m'a appelé le lendemain en me disant voilà, ça serait bien qu'on fasse quelque chose avec Marlène. Moi j'avais très très peu de respect pour ce genre d'émission et tout ça. Donc j'ai demandé à rencontrer Marlène. Avant de décider quoi que ce soit. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était extrêmement sympathique, extrêmement respectueuse, qui était toute gentille et qui était ultra fan de moi, enfin qui connaissait toutes mes chansons par cœur. Et c'est elle qui avait donné envie dans le Loft, qui avait fait voilà, que cette chanson, on en a parlé. M6, en plus, j'avais enregistré une nouvelle version parce que je voulais moderniser un peu la version première qui était une version acoustique. Je voulais quelque chose de plus actuel. Donc le playback était prêt et Marlène est venue poser sa voix le mardi. Je me souviens, le mercredi, la chanson est sortie. Et la semaine d'après, le mercredi d'après, c'était numéro 2 au top. Et la semaine ensuite d'après, c'était numéro 1. Donc en fait, j'ai fait numéro 1 la deuxième fois, alors que la première fois, j'ai pas réussi à passer le cap de Joe le Taxi et de Étienne. Bon, c'était vachement bien parce que même le Billboard a dit que c'était la première fois dans l'histoire de la musique que 15 ans après, un artiste pouvait faire 2 fois top 5 à 15 ans d'écart avec la même chanson. Donc j'étais super fier d'être dans le Billboard en plus, tu vois, moi qui habite en banlieue parisienne. Mais en même temps, voilà, c'est le fait que ça soit arrivé un peu tard et qu'il n'y ait pas eu de... Voilà, ça m'a gardé les pieds sur terre. J'ai toujours cherché à faire de la musique pour la musique et beaucoup plus que pour le vedettariat ou le truc. Bien sûr, j'en ai profité, je me suis bien marré, c'était génial. Voilà, puis j'ai fait des belles rencontres. Même beaucoup plus tard, les rencontres se sont faites, et des rencontres artistiques. Mais mon premier coup de cœur, en fait, c'est d'aller vers les musiciens avec qui je voulais travailler. Et donc voilà, j'ai eu la chance de faire plein d'albums, plein de chansons avec des gens extrêmement compétents et des gens pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Justement, donc en 2015, vous avez sorti donc un album Au fil de l'eau. Vous avez fait un retour gagnant avec 15 nouveaux titres où vous mêliez un petit peu tous les genres musicaux que vous affectionnez. En fait, cet album m'a pris pas mal de temps. J'ai mis presque 7 ans à l'écrire. Je me suis pas précipité. J'ai fait 85 chansons. Et donc après, au moment du choix, alors ça c'est un choix un peu cornélien, on se dit toujours, mais bon, produire 15 titres, c'est déjà beaucoup. On a quand même mis 15 titres, j'ai la chance d'avoir un studio, une structure chez moi qui est très performante, donc j'ai pu travailler à la maison de manière un peu plus tranquille. Et j'ai fait cet album en choisissant 7 ans de travail, des chansons, bon il y a des chansons qui ont eu plusieurs vies, parce qu'on refait des maquettes, on change des textes, on avance, on change l'arrangement. Voilà, et j'ai eu la chance de bosser avec des super musiciens. Et ça m'a permis de sortir un album pour lequel j'ai beaucoup de fierté. Je suis assez content chaque fois de rester créatif et tout. C'est très important pour moi. Vous avez intégré la tournée Star 80 depuis quelques années. C'est que du bonheur, on imagine. En fait, c'est frustrant parce qu'on ne chante qu'une chanson et en général, c'est le tube qui vous a fait connaître. Donc ça, c'est génial, mais on travaille dans des conditions tellement caviaresques, je dirais, je ne sais pas si le mot existe, parce que techniquement, c'est magnifique, parce que la vidéo, parce que l'organisation, parce que les voyages, les hôtels. Et puis surtout, cette sympathie, cette chaleur qu'on a entre nous, alors qu'au bout de 30 ans, je pense que plus personne ne joue des coudes.
Et je pense que les gens reviennent au bout de 30 ans après le succès, après avoir fait plein de choses. Ils ont un vécu, ils ont des anecdotes à raconter, ils ont des blessures, ils ont des moments de joie. Et j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants. J'avais rencontré FR David sur une tournée, j'ai rencontré les Libre Max, mon copain. Voilà, je me rappelle plus de son. Max. Oh, merde. Aidez-moi, bande Hervé de. Christiani. Hervé Christiani, qui nous a quittés depuis. Hervé Christiani, mon ami, pardon. Voilà, et puis il y a des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Schultes, malheureusement Patrick Coutin aussi, voilà, qui est un rocker Qui n'est pas loin. qui n'est pas loin et qui se cache la tête en se disant mais pourquoi il parle de moi? Voilà, entre autres, mais chacun a une personnalité vraiment intéressante, quels que soient les gens, que ce soit les musiciens qui jouent. On a une équipe de musiciens qui est à la fois composée de Toulousains et de Parisiens. Chacun a sa place. Je pense aux frères Thomas qui font la clavier et basse. Je pense au batteur qui est le fils de Jean-Louis Pujade. Il y a l'équipe des Mille et Images. Enfin, vraiment, voilà, on s'y sent bien, on y travaille. Après, les tensions qu'il y a autour, en fait, on essaie d'en faire abstraction, parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours voilà, une sorte d'impératif. Il faut être toujours sur le coup. On a fait le film, il fallait que ça soit bien et tout. Voilà, ça n'a pas toujours été efficace, puisque le film par lui-même n'a pas. Mais on est resté soudés, on s'est bien marré, et ça continue, et pourvu que ça dure, quoi. On vous le souhaite. Alors, votre premier album avait été produit par Marvin Gaye. Est-ce que vous avez toujours un projet de lui rendre hommage? J'avais vu que vous envisagiez peut-être de faire une tournée en hommage à lui. Alors en fait, j'avais participé à une tournée qui s'appelait Les Rois de la Soul, et je chantais un titre de Marvin Gaye qui s'appelle What's Going On. Je chantais une chanson d'Otis Redding. Voilà, c'est sous cette forme-là. C'est en même temps un personnage atypique dans le milieu de la funk. Il est assez, ou de la soul music plutôt. C'est quelqu'un de très fin, de très, comment dire. Il envoie pas l'énergie comme peut l'envoyer un James Brown ou que peut l'envoyer Zap ou Cameo ou ces groupes-là. C'est assez violent. C'était un vrai lover à la manière Los Angeles. C'est quelqu'un qui avait énormément de respect pour les musiciens, pour les gens qui étaient autour. Et c'était un homme d'affaires redoutable. Maintenant, lui rendre hommage, je pense que oui, mais plus sur scène, plus dans le cadre d'une tournée, ou quand je fais mes concerts, de faire un titre en hommage à Marvin. C'est un peu une tradition, entre guillemets. Je choisis une chanson en anglais au milieu de tout mon set qui est en français, et je fais un hommage à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, quels sont vos projets, Phil Barnet, dans les prochaines semaines? Alors dans les prochaines semaines, on m'a confié la réalisation et la production artistique. Je parle de deux artistes. Une jeune fille pour qui je suis obligé de tout écrire. On construit son personnage. C'est une jeune fille qui chante très bien, qui est très jolie. Donc il faut lui écrire les chansons. Il faut choisir le bon angle pour la présenter. Et un autre garçon qui s'appelle Samuel, qui vient de The Voice, qui lui écrit ses chansons, a une forte personnalité. C'est un jeune. Il est très physiquement très très beau, très présentable. Il a un style un peu rock, un peu dark. Et donc voilà, donc j'ai choisi les arrangeurs, choisi les musiciens. Je vais commencer à travailler avec Pierre Giaconelli, qui est le guitariste de Pascal Obispo en ce moment, qui est en tournée, qui est un super musicien aussi. Voilà, et on va travailler autour de la personnalité de ce petit Samuel. Donc ça, c'est mes deux projets. Et puis, je vais refaire mon studio, parce que mon studio a été inondé. Il faut que je refasse une conception complètement nouvelle. Donc ça aussi, c'est très motivant. Non, mais c'est vraiment très intéressant, parce que on voit tous les défauts qu'il y avait sur l'ancien, alors qu'on l'avait fait avec le cœur, avec la passion et tout. Donc là, je vais refaire un studio avec le cœur et la passion, et je vais pouvoir continuer d'écrire et de travailler. Et en même temps, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de camarades qui bougent et qui n'ont pas toujours des endroits. Et c'est un grand plaisir pour moi de les recevoir et de leur dire, si tu veux venir faire des voix ou faire une guitare, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème, tu repars avec quelque chose de qualité. Dernière question, Phil Barnet, quel regard vous portez sur votre carrière jusqu'à présent? Vous êtes plutôt heureux? Oui, je suis très heureux parce que je continue d'en vivre. Voilà, j'ai plein de belles guitares. Je peux quand même élever ma famille et puis continuer à travailler. Et en même temps, je sais que c'est une carrière qui a toujours été en dents de scie. Il y a eu des moments très très hauts. Il y a des moments très très bas où les gens, voilà, vous n'avez plus accès aux médias ou beaucoup moins. Je pense que c'est une question d'âge. Il y a un moment donné, on est à la mode. Ensuite, on n'est plus à la mode. Ensuite, on est ringard. Ensuite, on est tellement ringard qu'on est kitsch. Et après le kitsch, on est culte. En fait, il y a des gens comme ça qui ont
Mais je me préoccupe pas vraiment de ça. Mon regard sur le truc, c'est du moment que je reste créatif et je continue à travailler et continue à avoir un regard respectueux des musiciens sur mon travail. Je suis assez fier de ça. Je sais que de toute façon, je ne serai jamais Michael Jackson, quoi qu'il arrive. Donc je travaille, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis la collaboration avec les gens qui sont là, ou même des nouveaux musiciens, des jeunes et tout ça. Moi, j'écris pas mal pour la nouvelle génération. J'écris des textes. Et puis je m'inspire aussi des nouveaux arrangeurs, de ces gens-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont une autre façon d'aborder la musique qui est un petit peu différente de la mienne, pour laquelle au début j'avais pas vraiment de respect, mais je me disais bon, c'est pas comme ça qu'on bosse. Et finalement c'est eux qui ont raison et c'est la nouvelle génération qu'il faut écouter. Merci Phil Barnet. Je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois pour l'histoire de Avec qui tu vis, un de vos autres tubes. Avec grand plaisir. À très bientôt.